Bonjour et bienvenue à tous. C'est avec grand plaisir et non sans une certaine émotion, pour ne pas dire une émotion certaine, que je vous accueille aujourd'hui à ces 3 journées que la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance va consacrer à la reconstruction de la raison, du moins à sa tentative, et au cours desquels, Jacques Bouvresse a bien voulu nous faire l'honneur d'accepter de dialoguer avec tout d'abord les différents intervenants qui nous ont fait l'amitié de répondre à cette invitation, et bien sûr aussi avec vous tous. Avant que nous ne commencions nos travaux, je souhaiterais dire toute ma reconnaissance à Monsieur l'administrateur du Collège de France, ainsi qu'à la Fondation Hugo, qui ont permis la tenue de ce colloque. J'aurai à plusieurs reprises l'occasion aussi de dire tout ce que nous devons à Jean-Jacques Rosat, à toute l'équipe de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance, Benoît Gauthier, Jean-Marie Chevalier, Madame Sophie Grand-Cyr. Sans eux, nous n'aurions pas pu mettre sur pied ces 3 journées. Avec qui d'autre, en effet, que Jacques Bouvresse, aurions-nous pu envisager l'examen de cette question de la reconstruction de la raison. Depuis plus de 40 ans, dans son enseignement, notamment au Collège de France, dans la chaire de philosophie du langage et philosophie de la connaissance qu'il a occupée entre 1995 et 2010, par ses innombrables ouvrages, à travers ses multiples interventions, Jacques n'a cessé d'opérer cette reconstruction. Aussi reprendrai-je en fait la plupart des termes qui sont les siens dans la présentation que je lui avais demandé d'écrire pour ce colloque. Il rappelle, reprenant lui-même les propos de Zef Sternel dans Les Antilumières, je cite, « L'affrontement permanent qui oppose un ensemble d'idées ancrées dans les principes des Lumières et un corpus idéologique qui se veut une alternative à elle est devenu l'une des grandes constantes de notre monde. Cette confrontation peut changer de visage ou de dimension, tel aspect plutôt que tel autre peut se trouver privilégié, mais depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, le rejet des Lumières appartient à notre horizon intellectuel et politique. » Fin de citation. Et Bouvresse poursuit ainsi, « Au lieu de parler, comme on le fait généralement, d'une opposition entre, d'un côté, les Lumières et le rationalisme, qui sont censés représenter la modernité, et de l'autre, une réaction contre ceux qui est en même temps une réaction contre la modernité et dont l'inspiration est même essentiellement antimoderne, on pourrait parler sans exagération et de façon probablement plus pertinente de la coexistence conflictuelle qui dure depuis plus de 2 siècles entre 2 espèces de modernité qui continuent aujourd'hui plus que jamais à s'affronter. Dans cette compétition, contrairement à ce que disent et répètent leurs adversaires, qui se plaignent du pouvoir absolu qu'elles ont fini par exercer, les Lumières et la raison, qui constituaient pour leurs représentants la référence et le principe suprême, n'ont probablement jamais réellement triomphé et ont même été à certains moments bien près de perdre de façon définitive. La question, ajoute-t-il, pour le moins difficile à résoudre, de savoir laquelle des 2 modernités a détenu et exercé réellement pendant tout ce temps le pouvoir à la fois intellectuel, moral et politique, n'est évidemment pas séparable de celle de savoir à laquelle des 2 on peut imputer la responsabilité de certaines des catastrophes les plus abominables que l'humanité a eu à subir
au cours de la période concernée. Je crois que la réponse de Jacques, mais il aura l'occasion de le préciser, comme celle de Sternhell, est sur ce point sans hésitation. Dans l'assaut qui a été mené contre le rationalisme et l'universalisme des Lumières, la vénération du particulier et le rejet de l'universel ont constitué le dénominateur commun entre tous les penseurs des contre-Lumières et ont entraîné des conséquences véritablement désastreuses. Et citant Tserney, il écrit ceci: « La relativité des valeurs constitue un aspect capital de la critique des Lumières et les ravages que fera ce concept seront considérables. C'est bien cette autre modernité qui engendre la catastrophe européenne du XXe siècle. Or, on peut remarquer que la question de savoir si c'est bien à elle que l'on peut faire porter pour l'essentiel la responsabilité fait elle-même l'objet d'un désaccord fondamental. C'est la foi en des valeurs et en une vérité universelle qui est tenue généralement par les défenseurs du relativisme pour la vraie responsable des horreurs et des massacres qu'a connus le XXe siècle. Je fais mienne à mon tour l'appréciation de Jacques. Je le cite: « Parmi les philosophes qui ont le plus compté au cours du XXe siècle, bien peu ont été des défenseurs de la raison et des Lumières, et certains de ceux qui ont exercé et continuent encore aujourd'hui à exercer l'influence la plus considérable, comme c'est le cas de Nietzsche et de Heidegger, ont même été ses adversaires déclarés. La raison n'a assurément pas eu, y compris et même d'une certaine façon, moins que partout ailleurs dans la philosophie, la vie facile au XXe siècle. Elle a même été, à de nombreux égards, la mal-aimée du siècle en question. Et elle pourrait bien être à nouveau, si l'on en juge d'après la façon dont il a commencé, celle d'une autre. Le moins qu'on puisse dire est que la philosophie française, dans la deuxième moitié du dernier siècle, ne s'est pas beaucoup mobilisée pour la défense de ce que Sternhell appelle les Lumières franco-kantiennes et a emprunté plutôt, sous des formes diverses, le chemin de la deuxième modernité. Pour reprendre une expression de David Stove, notre époque a même été confrontée à un processus d'irrationalisation de la science, dont certains de nos maîtres à penser postmodernes ont essayé de nous convaincre qu'elle n'était en aucune façon le produit exemplaire de la raison qu'elle est généralement supposée être, et pouvait même être dissociée presque complètement de celle-ci, de l'effort qu'elle fait pour essayer de comprendre le monde et de ce que les philosophes de type traditionnel continuent à appeler à tort la connaissance objective, ses succès et ses progrès. Toutefois, et si nous sommes, je crois, réunis aujourd'hui, c'est parce que, de toute évidence, on peut percevoir, ainsi que l'observe Jacques, avec la lucidité qui est la sienne et que nous connaissons tous depuis longtemps, que depuis quelque temps, à des signes divers, la partie n'est peut-être pas tout à fait perdue pour la première modernité et qu'au lieu de tenir la raison pour responsable de la plupart des maux de notre époque, il se pourrait bien que la seule solution qui s'offre désormais à nous soit de nous décider à lui accorder réellement une nouvelle chance. Après une phase de déconstruction systématique, qui a été, quoi qu'en disent ses praticiens et ses promoteurs, parfois difficile à distinguer d'une phase de destruction pure et simple, le moment est peut-être venu, pour la philosophie de notre époque, de se risquer enfin ouvertement dans cette tentative de reconstruction de la raison. C'est une entreprise évidemment difficile, comme tu le dis, et problématique, qui suppose notamment que l'on ait répondu de façon suffisamment claire et convaincante à la question de savoir ce qui peut être conservé et ce qui doit être abandonné dans l'héritage des Lumières. La raison était supposée autrefois constituer ce qui unit les êtres humains.
Elle n'a plus à présent de forme unitaire et dominante et est au contraire fragmentée en une multitude de rationalités diverses, réelles ou supposées telles, qui coexistent de façon conflictuelle. Et elle est perçue souvent comme un facteur de division plutôt que d'unité. Ce qui se manifeste déjà clairement dans la façon que l'on a de parler, par exemple, de choses comme la raison occidentale au lieu de la raison tout court. Jusqu'à quel point et à quel prix la raison peut-elle espérer réussir à reconquérir au moins en partie le rôle qu'elle a joué autrefois comme facteur d'unité et d'universalité dans une époque comme la nôtre, qui ne jure plus que par la différence et le particulier, et identifie toujours plus ou moins le progrès de ceci à celui de la démocratie elle-même, c'est justement, ainsi que tu le dis, toute la question. Eh bien, il est temps à présent, en dialoguant avec toi, mon cher maître, et avec certains des philosophes qui sont présents aujourd'hui, et pour qui tu continues d'être une source constante, tu le sais, d'inspiration, de nous livrer à son examen. Je donne donc sans plus attendre la parole à Pierre Wagner, professeur à l'Université de Paris 1, qui va d'emblée nous transporter au vif du sujet, je crois, en abordant la question des relations entre tolérance et rationalité. À vous, Pierre. Merci.